Lyon, 23 heures, devant la Bourse du Travail. Le spectacle était terminé depuis un moment, mais ils n'avaient pas voulu rentrer chez eux sans la voir encore une fois. Merci, vous êtes extraordinaire. Pour eux, c'était une évidence. Elle avait du talent, elle était drôle, émouvante, et il était bien naturel qu'un sondage les désignait comme la personnalité féminine préférée des Français. Il y a un moment, je préviens tout le monde, j'allais me coucher. Pourtant, la réussite de Mimi Mati est tout sauf naturelle. Et mesurer à peine plus d'1,30 m dans une société où les standards physiques sont légèrement plus exigeants aurait dû, bien au contraire, la laisser d'emblée sur le bord du chemin. Mais même lorsqu'on mesure 1,85 m, est-on sûr pour autant de pouvoir appuyer ne serait-ce que sur le premier bouton de l'ascenseur social? Vraisemblablement non. Si on n'a pas la bonne couleur de peau, bien sûr, mais surtout, si on n'appartient pas au bon milieu. Le bon milieu. Celui qui distribue à ses enfants, et dès leur naissance, les meilleures cartes. Et pourtant, vainqueur de la Coupe du Monde de football et du Championnat d'Europe, Lilian Thuram n'en est pas moins devenu l'un des sportifs les plus fameux de sa génération. Et sa réussite personnelle interroge. Clap. Emmanuel Petit, 1. Lui, qui n'était pas un héritier, comment a-t-il pu mener à bien cette ascension sociale? Et ce faisant, a-t-il démenti ce qu'on appelle la logique implacable de la reproduction? Comme Patricia Cass, qui vendra 18 millions d'albums et dont les chansons seront écoutées d'un bout à l'autre de la planète. Comme Émilie Dequesne, qui obtiendra à 17 ans le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Comme Mimi Mati, qui s'inventera un autre destin que celui qui semblait programmé pour elle, comme Alain Afflelou, dont près de 1200 magasins d'optique porteront le nom. Je suis né en Algérie, dans une petite ville dans laquelle était né mon père et ses parents. Une petite ville qui s'appelle Mascara. Et donc mon père a acheté une boulangerie, à Sidi-Bel Abbès, à 80 km. Donc je suis né à Mascara, mais j'ai passé mon enfance à Sidi-Bel Abbès, en Algérie. Sidi-Bel Abbès qui est connu pour être est réputé pour être le pays, la ville de la Légion étrangère. C'était très pauvre, très petit. Il n'y avait pas de salle de bain, on savait dans la cuisine. Voilà. Je sais pourquoi on dit gagner la vie, sa vie à la sueur de son front. D'abord, parce que mon père se levait à 5h ou 6h du matin et partait en tournée. Ça allait, il faisait encore bon. Et qu'il faisait sa deuxième tournée vers 8h, 9h, 10h. Et quand il revenait à midi ou 1h à la boulangerie, il faisait 40 à l'ombre et je voyais mon père dans un état décomposé. Et il me demandait de puiser l'eau au puits. On avait un puits dans la cour. Et il mettait sa tête, il n'avait pas envie de monter prendre une douche, pour se rafraîchir. Donc il a beaucoup travaillé avec ma mère. Beaucoup travaillé. Je suis pas sûr qu'on puisse, à cet âge-là, avoir du recul et se dire pauvre. Je pense que c'est les autres personnes qui vous regardent en disant « Ah, tiens, il est pauvre ». Par exemple, ma maison était tout en bois. Lorsque je regarde aujourd'hui les photos de cette maison, je ne vois pas la maison d'un pauvre. Je vois la maison où j'ai grandi moi, mais peut-être que si vous demandez à quelqu'un d'autre, il vous dira « Tiens, il habitait dans une maison en bois comme ça ». Les toilettes étaient à l'extérieur et après il fallait aller jeter le seau, comme on dit. Et je me souviens d'ailleurs, c'était mon grand frère qui devait aller jeter le seau et parfois il avait un peu honte parce qu'il fallait passer dans le bourg
où il y a tout le monde le soir pour jeter le seau à la mer. Papa était mineur de fond, donc on voyait sa fatigue sur son visage. Maman, elle élevait les enfants. On partait pas en vacances. Mais bon, ça nous manquait pas. À partir du moment où tu connais pas, ça te manque pas. Et enfin, le souvenir que j'ai de la région, c'est une fierté d'être mineur de fond. Et plus t'as d'années de fond de mine, plus tu le cries sur les toits, même si t'es fatigué, même si t'es usé, même si tu tousses, c'est que quand tu respires, ça s'entend. Ah, c'était vraiment la campagne, oui. On faisait des cabanes dans les arbres, on allait ramasser des noix quand c'était la saison, on se perdait dans les champs de maïs quand c'était la saison. Ma mère et mon père sont des gens au physique agricole et au tempérament agricole. Plus que moi encore. Mes parents sont en dehors de toute futilité, sont vraiment dans le concret, dans la vie, dans ce qui est important. Et l'important, ce qu'on m'a appris, c'est d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir vivre heureux en famille, quoi. C'était pas une cité parce que c'était vraiment des immeubles qui étaient pour les gens qui travaillaient dans l'usine dans laquelle était papa, qui n'existe plus maintenant, Paris-Rhône. Papa a commencé ouvrier. Et je pense que c'est lui qui m'a appris que quand on voulait s'en sortir, il fallait mettre les moyens pour et il fallait y aller. Que personne ne le ferait à notre place, puisqu'il est passé d'ouvrier à chef de service, de tout le service transport à la fin. J'ai eu une enfance où on m'a appris que si je voulais un peu plus, comme on était 3 filles qui faisaient des études, si je voulais un peu plus, ben je me donnais les moyens. Donc je donnais des cours d'anglais, de français, alors que j'étais aussi nulle que les élèves à qui je leur donnais. Mais je me faisais un peu mon argent de poche comme ça. J'ai peint des tableaux aussi que je vendais à toute la famille 10 francs. Et tout le monde se disait, allez, il faut lui acheter son petit poule-beau, là. Donc, moi j'ai toujours eu envie de m'acheter des fringues, de pouvoir enjoliver ce qu'il n'était pas forcément. Voilà, le décor est planté. Lilian, Émilie, Patricia, Alain et Mimi, 5 enfants venus au monde sans cuillère d'argent dans la bouche et qui ont tous néanmoins réussi, passant à travers les mailles du filet d'une société inégalitaire. Mais de quoi avaient-ils donc rêvé pour que leurs rêves deviennent un jour réalité? Je voulais être prêtre aux Antilles. Pourquoi prêtre? C'est parce que le dimanche, tout le monde se réunissait à la messe et il y avait ce personnage qui avait la capacité de dire aux gens « donnez-vous la main et faites la paix ». Et je trouvais ça extraordinaire. Et après, aussi pareil aux Antilles, il y a des invisibles. Les invisibles, c'est les volants, par exemple, aux Antilles, les soucougnants. Nos parents nous disaient il ne faut pas sortir le soir parce que vous allez vous faire enlever par des volants. Et le seul personnage qui pouvait lutter contre ces invisibles, c'était le prêtre. Et donc, moi, je me disais, attends, il faut que je sois prêtre, c'est un super-héros. À cette époque, vous jouiez déjà au foot? Moi, j'ai toujours joué au foot. Après, effectivement, je ne savais pas que c'était un métier. J'avais pas la télévision aux Antilles, donc je ne regardais pas les matchs à la télévision. Lorsque je suis arrivé dans la région parisienne, pareil, je ne regardais pas trop les matchs à la télé. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup de matchs. Et pourtant, on m'a dit que lorsque vous étiez enfant, vous imaginiez gagner un jour la Coupe du Monde. Vous étiez devin. Ah non, mais lorsque vous avez 8-10 ans, vous imaginez gagner la Coupe du Monde. C'est une évidence. Moi, je me souviens très bien que lorsque j'étais aux Fougères, près de Fontainebleau, à Avon, nous avons fait des matchs et des matchs au bac à sable, où on choisissait l'équipe nationale, quel joueur tu étais, et que bon, c'est la finale de la Coupe du Monde, voilà. Et je me souviens très bien aussi que lorsque j'étais enfant à cet âge-là, tant que j'avais pas gagné, on recommençait. Et quand, par exemple, j'avais gagné, je disais, bon, c'est bon, on peut s'arrêter, hein, ça va. Mon rêve de chanteuse, c'était ce que je faisais, c'est-à-dire chanter le samedi soir. C'était pas d'être une star ou passer à la télé, je sais pas, j'avais pas ce rêve-là. Vous avez quand même été engagé à 13 ans dans un cabaret.
Oui, bon, engagé, c'est vrai que j'avais pas vraiment de contrat, parce que à 13 ans, j'avais pas le droit. Donc, j'avais l'autorisation de papa-maman, et puis maman, elle était toujours avec moi. Si je voulais pas y aller, j'y allais pas. Mais bon, ça, c'est hors de question, parce que ça me plaisait. Je gagnais à l'époque, je sais pas, 60 Deutschmark, 80 Deutschmark, ce qui était pas mal. Pour avoir une petite caisse et faire des fois des cadeaux à mes parents, ou commander des vêtements dans les catalogues. C'était un engagement, pas contractuel, mais un engagement. C'était plus qu'une envie, plus qu'une ambition, c'était plus qu'un rêve, c'était fort, l'envie que j'avais de jouer. Et je me souviens bien de certains moments de moi qui tente de reproduire une émotion, de me déguiser, de devenir quelqu'un d'autre. Ça, je m'en souviens. Et j'étais animée par cette envie de façon assez puissante. Je pourrais presque dire qu'il n'y a pas un soir où je priais pas ma bonne étoile pour que mon rêve se réalise. Adolescente, j'aurais écrit à toutes les productions pour faire tout et n'importe quoi, parce que j'attendais que ça, c'était de jouer. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un film que l'on n'attendait pas, qui a reçu la Palme d'Or du 52e Festival de Cannes. Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Je rêvais d'être actrice, je rêvais que ce soit mon métier. Mais je rêvais pas d'être actrice en me disant que j'allais vivre dans des châteaux et des grands hôtels, et avoir des domestiques et partir dans un autre univers. Je rêvais juste d'être actrice et d'en vivre. C'est tout. Moi, j'ai toujours eu ce rêve de devenir quelqu'un de connu pour prouver que la différence n'était pas insurmontable. Et c'est vrai que quand on dit à ses parents « je veux devenir Shirley MacLaine », mes parents, ils ont eu un gros choc. Ils se sont dit, mon Dieu, la pauvre, mais elle se rend pas compte. Parce que moi, je voulais faire ce métier, mais pas du tout comme Pierral ou comme les gens de ma taille, qui sont toujours cantonnés dans des rôles de méchants, dans des rôles de gnômes difformes, je dirais. Pierral, si on regarde sa carrière, il a été toujours le méchant de service, le fourbe, celui qui court derrière la reine, celui qui trahit à la fin, celui qui n'arrive pas à attraper les choses. Moi, je voulais être une vedette comme Shirley MacLaine. J'aurais pu être Cynthia Rothschild, Greta Garbo ou Brigitte Bardot, mais j'aurais pu aussi bien ressembler à Miss Sapritch, et ça j'y ai échappé. Je tournerai jamais, je ferai jamais quelque chose qui peut tourner mon personnage en grotesque. J'estime qu'il y a une face qui est tellement jolie, enfin qui est jolie, et moi je veux jouer sur cette face. Et même si je crevais de faim, je ferai jamais, je tournerai jamais ça en ridicule. Des rêves, Alain Flelou en avait lui aussi. Mais en arrivant à l'adolescence, la vie lui joua un coup bas supplémentaire. La guerre, celle dont on ne disait pas le nom, celle qui endeuillait et la France et l'Algérie, celle qui allait l'obliger, avant même qu'il n'ait commencé quoi que ce soit, à repartir à zéro. Ça devenait le cauchemar. J'ai vu des morts dans la rue. J'allais au lycée, un jour j'ai croisé notre surveillant général tué d'une balle dans la tête, laissé pour mort, il est mort, mais laissé comme ça sur le trottoir abandonné. Donc on commençait à vivre des choses qui devenaient marquantes. Et on part. Et on part, on quitte, c'est une aventure énorme. Je vis très mal les 2 premiers mois parce que nos parents nous avaient expédiés, c'est le cas de dire, ma sœur, mon frère et moi, parce qu'ils avaient peur des événements, ce qu'on appelait les événements d'Algérie, pudiquement. Mais en tant que pied noir, l'OAS interdisait aux adultes de quitter l'Algérie à ce moment-là, sous peine de... Donc mes parents sont restés en Algérie et ils rentrent le 5 juillet. Et pour moi, ça a été
La grande libération de mes angoisses. Mes parents étaient là. Ouf. Et bien pourtant, ils avaient tout perdu, on est perdu. C'est pas grave, ils étaient là. Donc, c'est l'été, c'est des vacances. Les pieds noirs se retrouvent. Il y a une espèce de joie collective. Peut-être un peu d'être vivant, d'avoir été épargné. Et puis, le goût de l'aventure, en disant, bon, ben, on va bien voir. Quelques années plus tard, à la fin du lycée, vous saviez ce que vous alliez devenir? Mon seul objectif, pour faire plaisir à mon père, c'est d'avoir le bac. Après, je verrai. Alors, je dis, bon, et qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'achète un bouquin, que faire avec le bac? Et je choisis, de manière très cartésienne, un truc qui ne soit pas un truc où je vais travailler dans un bureau, mais plutôt une activité commerciale. Un truc qui soit un vrai métier, qui ne dure pas trop longtemps, et si possible, que l'école soit à Paris, pour que j'aille vivre un peu, faire la bringue ailleurs. Donc je suis tombé sur optique, comme ça correspondait bien, 3 années d'études, l'école était à Paris, c'était un métier, c'était un commerce, et je passe au concours d'entrée à l'école d'optique, et je suis reçu. C'est comme ça que je suis devenu opticien, par inadvertance. Parce qu'on n'en parle plus beaucoup, on s'imagine parfois que les classes sociales ont disparu. C'est une drôle d'idée, que ne confirme pas en tout cas la persistance des inégalités. Différence de conditions de vie, de rémunération, de signes extérieurs de richesse, de pouvoir. Et surtout, à la base même de ce que chacun fera de son existence, différence d'éducation. Du coup, m'intriguait cette question. Comment un enfant né dans un milieu qui n'est pas favorisé et qui accomplit ensuite ce qu'il faut bien appeler des prouesses, comment réussit-il cet enfant à compenser ce qui socialement lui faisait défaut? Il y a des enfants, si on leur dit depuis petit, vous êtes des bons à rien, on ne vous reconnaît pas. Ça veut dire, si on ne te reconnaît pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Si on ne t'aime pas, comment tu vas t'aimer toi? Et moi, la chance que j'ai eue, je pense, en tirant le fil en arrière, j'ai toujours vécu dans un climat d'amour, en fait. Moi, je crois que c'est le discours des parents à ce moment-là qui est important. Et quel était le discours de votre mère qui vous élevait seul? Le discours de ma mère que tout allait bien, toujours. Donc, il n'y avait pas de problème. Votre mère, à vous aussi, a joué un rôle décisif, d'autant plus décisif même qu'elle était malade. Je voulais lui montrer, je voulais qu'elle parte avec cette fierté de me voir grande. Et je l'ai fait d'abord pour elle, et après j'ai vécu longtemps dans son ombre. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai choisi, c'était elle aurait fait ça, elle aurait aimé ça, elle aurait été fière de ça. Jusqu'au jour, je sais plus, je suis allée voir, c'est très con, mais je suis allée voir un hypnotiseur parce que je n'arrivais pas bien à dormir. Et puis je portais l'alliance de maman, et puis il me regarde, et puis il me dit, est-ce que vous êtes mariée? Je dis non, pas du tout. Il me dit, pourquoi vous portez une bague? Je dis, donc je lui explique. Et il me dit, il faut être une femme libre, il faut pas vivre comme si vous étiez... Et j'ai osé enlever cette bague. J'ai cette chance énorme, je ne sais pas si c'est de naissance ou si c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, j'ai cette chance énorme d'avoir un optimisme démesuré. Ils m'ont appris la différence, mais dans le bon sens. Ils m'ont dit, t'es différente, mais les autres aussi sont différents. Donc à partir du moment où t'as pas le choix, fais avec et essaye d'être le plus joli possible. Vos parents sont très croyants. La religion a joué un rôle dans ce que vous êtes devenu? Je pense qu'eux, ça les a aidés. Moi, la religion, c'était quelque chose que j'étais obligée de pratiquer puisque tous les dimanches, on allait à la messe. À partir du moment où j'ai eu le choix, j'ai arrêté. Mais mes parents, je pense que ça a été très important pour eux de se dire, bon, c'est une volonté divine. Ils ont une profonde foi que je respecte, mais que je ne partage pas. Vous imaginez la tête de mes parents quand ils se sont rendus compte que j'étais un peu...
Même s'il y a peu de bébés qui mesurent 2,12 m à la naissance, j'ai fait fort. Hein. Ils auraient pu très mal le prendre, et ben pas du tout. Ils m'ont gardé comme j'étais. Ils ont même pas essayé de m'échanger à la maternité. Vos parents vous ont quand même emmené à Lourdes. Oui. Mais c'est vrai, moi, ça me fait rire. C'est vrai que je m'en sers dans le spectacle, mais quand j'avais 2 ans, ils se sont dit, bon, on va aller à Lourdes. Ça faisait partie aussi de leur croyance, non pas pour que tout d'un coup je grandisse. Je pense qu'il y a des cas beaucoup plus désespérés que Bernadette Soubirous, elle a du boulot à Lourdes. C'était juste pour dire, voilà, faites que tout aille bien, que tout aille bien dans sa vie. Ma mère nous réunit à table et nous dit voilà, maman va partir à Paris. Elle disait exactement maman va partir en France. Elle va aller pour travailler. Elle va économiser et elle viendra vous chercher dans 1 an. Donc ma mère, qui coupait la canne à sucre le matin, qui faisait le ménage l'après-midi, avait décidé de partir parce qu'elle était persuadée que la France était le paradis et qu'il fallait qu'on puisse grandir là. Elle a travaillé comme femme de ménage à Paris, elle a économisé et puis elle est venue nous rechercher. Et donc, repartir, c'est quoi? C'est tout simplement revivre avec sa maman et aller au paradis. Et à cet âge-là, vous croyez vos parents quand même. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, ça va? Comment va la vie? Alain Flelou en Algérie, des années plus tard, dans la boulangerie qui avait été celle de son père. À chaque pas, à chaque mot, on sentait son admiration pour cet homme qui restait manifestement pour lui un modèle. Mon père n'a jamais dit « je t'aime », ni à ma sœur ni à mon frère, mais il n'y avait pas besoin de le dire tellement il le montrait à longueur de temps, et tellement il était ému par notre existence, et tellement il voulait tout faire, tout sacrifier pour que ses enfants aient le plus, le mieux, et qu'ils évitent de se retrouver en situation qu'il a connue, lui, à l'âge de 8 ans, d'aller travailler pour amener 3 sous à la maison parce que c'était très pauvre et elle a mis de la misère, un mascara dans son enfance. Alain, Patricia, Émilie, Lilian et Mimi. Tous évoquent donc l'amour que leur portaient leurs parents, à la fois comme un rempart et un tremplin. Mais les contes de fées n'existent pas. Et s'ils ont pu échapper à la marginalisation, voire à l'élimination sociale qui semblait programmée à leur naissance, leur passage de l'autre côté du miroir est loin d'avoir été un chemin de roses. Quand vous arrivez en métropole pour rejoindre votre mère qui était partie travailler, quelle est votre première impression? Tout d'un coup, je découvre le monde. C'est-à-dire, je découvre qu'il y a des enfants qui arrivent du Pakistan, de l'Algérie, du Vietnam, du Liban, de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne. Et tout d'un coup, oui, je suis dans quelque chose qui est extraordinaire pour moi, parce que moi, je viens d'un petit village d'Anse-Bertrand. Donc le Pakistan, j'ai jamais entendu parler du Pakistan. Je voyais qu'il y avait une autre façon de faire, une autre façon de s'habiller. C'est des odeurs différentes, c'est de la nourriture différente, c'est une langue différente. Et donc là aussi, je crois que ça explique ce que je suis devenu. Votre seconde impression, hélas, est moins positive. Alors souvent je dis aux enfants, oui, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. À la maison, j'avais le miroir, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour dire qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Parce qu'on se construit dans le regard de l'autre aussi. Et je raconte cette histoire de ce dessin animé où il y avait 2 vaches, une vache noire, très très stupide, une vache blanche très intelligente. La vache noire s'appelait la Noiraude. Et certains de mes camarades à l'école m'appelaient de ce nom, la Noiraude, et ça m'attristait. Et c'est pour cela que je dis on devient noir, parce que tout d'un coup, on me renvoie à ma couleur de peau. Et on ne m'avait jamais renvoyé à ma couleur de peau, puisque quand j'étais aux Antilles, la grande majorité des gens étaient de la même couleur que moi. Donc moi, c'était Lilian.
Et donc tout d'un coup, je commence à percevoir que, effectivement, on vous renvoie dans le groupe des Noirs. J'étais pas une fille qui avait énormément confiance en soi. J'aimais chanter, ça, sur scène. Tu pouvais me mettre sur n'importe quelle scène, n'importe quel endroit, j'avais pas peur. Mais dans la vie, j'étais, c'est vrai, un peu réservée. Et quand tu arrives comme ça à Paris, ben, on te montre tout le contraire. C'est-à-dire que on te fait comprendre que tu viens d'un bled. Ah ouais, t'as quoi comme culture? Bon, moi, je venais d'une famille, on n'avait pas l'argent pour aller au ciné, pour aller au théâtre, Alors, ok, on peut lire des bouquins, Mais forcément, quand tu arrives comme ça, tout d'un coup, tu te sens pas à l'aise et tu te sens rabaissée. Alors, Patricia, tu es de la région de Forbach, tu es née à Forbach. Oui, c'est ça. Tu as habité quasiment toute ta jeunesse à Stira-Vandel et tu habites toujours là-bas. Ouais. Donc tu vas nous interpréter 2 chansons tout à l'heure, la face A et la face B du 45 tours, on parlera de plein de choses. Et puis voilà quoi. Hein? Ça va? Ça va. Ça va. Elle ne veut pas trop parler, Patricia, parce qu'elle est très intimidée, c'est ça? Il y avait aussi le complexe de la langue, parce que j'avais un accent allemand, j'avais un vocabulaire français très simple. Il fallait beaucoup apprendre tout d'un coup. Et j'étais complexée, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place, paumée. Vous ne parliez pas couramment français, vous parliez quoi? Je parlais le platt. C'est un patois allemand qui est plutôt sarrois, donc du côté allemand, que lorrain, qui est pas très beau. Quand je suis arrivée à Paris et que je devais me démerder, et au début, je disais oui, non, donc c'était un peu compliqué. Et maintenant, encore aujourd'hui, quand je vois ma famille, c'est français, mais c'est surtout tout ce patois. Ça m'est arrivé de me trouver dans des événements ou des soirées, de côtoyer des personnes en me demandant vraiment ce que je faisais là. Les personnes que j'ai rencontrées dans ces soirées, dans ces événements, ont sans doute souri de moi, j'imagine, quand j'y pense. Oui, parce que je viens d'une famille où les choses sont simples, où il n'y a pas de code. Le code, c'est de se respecter, de s'écouter, point barre, quoi. Enfin, donc moi, j'ai toujours agi dans ce sens-là et j'imagine que j'ai dû parfois faire preuve d'une immense naïveté. Vous vous rappelez la première fois où, avant même de rejoindre à 18 ans l'AS Monaco, vous avez compris que vous n'étiez pas un fils de? Ah ben c'est une découverte lorsque les moments importants, parce que je jouais au foot au Portugais de Fontainebleau. Et un jour, discutant avec mon entraîneur, je lui dis je vais changer de club. Il dit comment ça? Il me dit oui, je vais changer de club, je vais aller jouer à Fontainebleau. J'ai envie d'aller jouer à Fontainebleau. Il me dit mais ils vont jamais t'accepter là-bas. Et moi tout d'un coup je comprends pas pourquoi ils vont pas accepter. Il me dit mais non, à Fontainebleau de toute façon il n'y a que des bourges. Et donc j'arrive effectivement dans un autre univers. Quand j'étais étudiant à Paris la première année, il y avait une fille dans la classe qui était partie au ski en février, était revenue toute bronzée, j'avais jamais vu ce bronzage, des couleurs et trucs. Et là, j'ai dit, tiens, il y a des gens riches. Je côtoie des gens qui vont au ski l'hiver. Pour moi, le ski, c'était Kili, la télé, et la compétition, mais je savais pas qu'on pouvait aller au ski en étant simplement... Ça m'a pas donné envie d'en faire, et ni d'être jaloux, ni rien, mais j'ai dit, tiens, il y a des gens qui sont assez riches pour offrir des vacances au sport d'hiver à leurs enfants. Et culturellement, vous vous sentiez en décalage? Moi, je reste fils de mon père, toute ma vie. Fils de boulanger, et il se trouve que mon père l'a été pendant une dizaine d'années, donc j'épouse ce qu'il a été. Je me suis retrouvé dans des mondes un peu, entre guillemets, d'intellectuels, qui n'était pas trop mon monde, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis pas au niveau, je suis pas à la hauteur, ou j'ai pas honte de dire, j'ai pas de culture de la peinture, j'ai pas de culture de la peinture moderne, de l'art contemporain, j'ai une forme de sensibilité, alors on me dit, mais c'est pas grave,
Et il faut apprendre, ça s'apprend. Et je dis, le jour où j'aurai le temps, si j'ai le temps. Mais c'est pas quelque chose qui me manque. Quand je me trouve avec des gens qui étaient trop pédants à mes yeux ou trop... je dis, une bande de cons, je me casse, quoi. Point. J'ai rien à faire dans ce milieu. Ce qui est très isolant, finalement. J'imagine que vous aussi, vous vous êtes senti parfois isolé, ne serait-ce que dans la rue, en croisant les regards obliques des passants honnêtes, comme disait Brassens. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où le regard s'attardait sur moi, je me plantais souvent en face des gens en disant « Il y a un problème, ça y est, vous avez tout vu, mais je peux continuer ?» Voilà. Et je pense que c'est ceux qui ont eu ce regard qui sont le plus gênés que moi. Mais je n'ai jamais pleuré par rapport à ma taille. Par contre, j'étais très mal à l'aise quand je croisais des gens comme moi. Je pense que le côté ghetto de gens pareils qui se mettent ensemble parce qu'ils ont une différence quelle qu'elle soit, moi, c'est pas mon truc. Et ils ont souvent essayé de me contacter au début, l'association des personnes de petite taille, quand j'ai commencé à avoir un petit nom. Mais moi, j'ai dit non. Pourquoi faire un congrès où on se retrouve à 1500 schtroumpfs? Quelle horreur! Mais mélangeons-nous, prouvons que le monde est fait plein de gens différents. Quand vous avez commencé à entrer vraiment dans le milieu de la chanson, vous vous sentiez toujours en décalage? Oui, bien sûr. J'étais hyper déçue parce que pour moi, de rencontrer les chanteurs qui m'avaient donné envie de chanter ou le fait de se dire « Oh, passer à la télé », c'était que du beau et du souriant et du... Mais t'avais quand même pas mal de gens qui te regardaient du bas en haut en disant « C'est qui celle-là? Elle vient d'où ?» Je m'imaginais pas ça. Et je me souviens, à l'époque, je dis, je crois pas que ça me plairait de faire ce métier. À l'époque, je l'ai vécu, ces espèces de producteurs qui, ouais, bon, doivent vous connaître un peu mieux. Je l'ai connu, ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous venez, vous êtes une jeune fille... bon, j'ai jamais eu de problème directement, mais les mots étaient là. Et c'est un métier qui fait peur, quand même, au début, quand t'arrives comme ça. L'arme pour me défendre, c'était de se dire, je m'en fous, alors si c'est ça qu'il faut pour réussir, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais bien là-bas, chez moi, dans ma ville et avec ma famille. C'est la première Palme d'Or belge. J'ai tout juste 17 ans et je reçois un prix d'interprétation, donc ça donne envie de gratter le papier. Quand je rentre en Belgique, je pense retrouver ma famille, me reposer, me remettre de mes émotions, parce qu'à Cannes, c'était quelque chose. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a, dès l'aéroport, énormément de journalistes qui sont tellement en effervescence, tellement demandeurs qu'ils n'hésitent pas à marcher sur votre père, votre mère, votre sœur, à bousculer les uns et les autres pour être sûr d'avoir leurs photos, leur interview. Donc j'assiste à tout ça de manière un peu... Enfin, c'était assez choquant. Et ça recommence une fois que je rentre chez moi, où là, devant chez moi, parce que les journalistes n'hésitent pas à pousser la porte pour rentrer dans la maison sans même frapper. Voilà. Et je me sens obligée de répondre à leurs questions, etc. Et j'ai l'impression d'un coup que la situation m'échappe complètement, quoi. Moi, je voulais juste faire des films et d'un coup, je me retrouve à devoir des choses, un peu comme si je m'appartenais plus, quoi. En faisant des films, Émilie voulait donc vivre d'abord sa passion, comme Mimi en faisant des spectacles, Lilian du foot ou Patricia des chansons. Il ne voulait pas faire des affaires comme Alain, mais comme lui, il se doutait bien qu'en atteignant leur objectif, ils gagneraient de l'argent, voire beaucoup d'argent. En tout cas, beaucoup plus que leurs amis d'enfance en avaient jamais eu. Un yacht de 20 mètres en guise de villa. Des croisières ensoleillées au large de Cannes, Alain Afflelou n'a pas peur d'afficher sa réussite, même en vacances.
J'ai pas eu conscience d'être plus riche d'un jour sur la veille et ainsi de suite. Et je vais pas faire celui qui ne sait pas. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des moyens qui font que je peux être qualifié de personne riche. J'en suis heureux, je sais pas si on peut dire heureux. Je suis content d'avoir les moyens de vivre comme je vis. Ça doit poser des problèmes à vos anciens amis beaucoup moins riches que vous. C'est vrai qu'il y a des problématiques. Un jour, il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai un très bon ami d'enfance. J'avais invité à y avoir un pot sur un bateau à Cannes et avec des amis, mes amis que j'aimais, des relations. Et j'ai invité comme j'avais invité les autres. Et il n'a pas osé venir, il est resté en coin, il dit écoute, j'ose pas, j'ai vu qu'il y a sur le bateau des trucs. Je sais pas, regarde mes chaussures, j'ai dit écoute. Et je suis allé chercher et je lui ai dit tu me fais beaucoup de peine, si tu viens pas, c'est moi qui reste avec toi parce que j'ai senti que la différence qu'il vivait, il la vivait mal. Vous étiez quand même très naïf, non? Par exemple, quand vous revenez en Algérie et retrouvez vos copains d'enfance, vous croyez vraiment que c'est comme avant? Oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je suis resté copain avec des gens qui étaient des employés de mon père en Algérie, qui sont venus, qui sont de ma génération. Ils ont eu besoin de visa, ils ont eu besoin de papiers. J'ai mis 100 fois plus de poids dans la balance que si ça a été pour quelqu'un qui m'avait demandé par piston de faire quelque chose pour autant que je puisse le faire. J'ai donné la possibilité à pas mal de leurs enfants de venir faire des stages en France. Je suis resté très proche de tous ces gens-là. Quand on devient célèbre et qu'on change de statut social, le public, bien sûr, vous accompagne, mais on ne se retrouve pas un peu seul? Non, je pense pas, parce que les vrais amis que j'avais à l'époque sont restés mes amis. On se voit moins, parce qu'on a chacun nos vies. Puis là, il y a des distances géographiques aussi. Mais là, en ce moment où je suis en tournée dans toute la France, je retrouve tous mes copains de la vraie jeunesse. Je dirais pas les copains de quand on a 6-7 ans, parce que ceux-là, on les perd de vue très vite. Mais mes copains de lycée, mes copains de fac, je les vois encore, ils viennent me voir au spectacle, et on dîne ensemble, et c'est toujours le bonheur. On se parle régulièrement. Je suis marraine de plusieurs de leurs enfants, à chacune de mes copines, mes vraies copines d'enfance. Et j'ai cette chance de ne pas faire de différence. C'est-à-dire de mon technicien à mes parents, à ma copine star, ou à mes copains d'enfance. Voilà, moi j'ai toujours mélangé mes deux univers. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture avec un monde d'avant. Ça c'est une de mes filleules, j'en ai 8. Et puis voilà, maintenant ils viennent avec les amoureux, les amoureuses, et voilà. Salut les amours, à tout bientôt. Rentrez bien, vous embrassez les parents. Hein. Oui, bien sûr. On fait suivre, comme d'habitude. Bah, comme d'hab. Tout à fait. Prenons un événement où on est de fait amené à dresser la liste de ses proches. Quand vous vous êtes mariés, les invités n'étaient pas tous des people? Pas du tout. Il y avait, on était 250, il y avait à peu près 200 personnes de nos familles respectives. Et il y avait une cinquantaine de copains un peu plus connus, un peu plus qui font partie de mon entourage. Et donc ça se mélangeait avec Liane et Mumu qui ont fait quelque chose, Johnny qui est venu chanter. Après, t'as eu tous mes cousins qui se sont mis à chanter une chanson qu'on chante depuis toujours. Alors bien sûr, mes petites cousines devant Johnny qui chante, c'était quand même un truc un peu extraordinaire. Mais ça s'est fait le plus naturellement possible. Vous-même, comment avez-vous fait pour ne pas être entièrement vampirisé par le milieu du cinéma? Je pense que ce qui m'a épargnée, c'est d'être extrêmement midinette. Ça me plaît quand je suis dans une soirée et que je rencontre justement des gens plus connus ou qui ont une vie qui laisse un peu rêveur, où on se dit tiens, ils vivent peut-être dans un monde qui n'est pas le mien. Je trouve ça assez jubilatoire de rencontrer ces personnes, mais je ne veux pas à tout prix être leurs amis. Je suis plutôt assez contente de raconter à mes copains, à ma mère, tout ça, que j'ai rencontré un tel, une telle, etc. Je trouve ça dément, mais je le vis avec une certaine distance, un peu, je pense, le vivre de la même manière que le vivent mes parents, pour moi. C'est assez bizarre, mais... Du coup, vous êtes devenu après Cannes une star, mais pas l'ami des stars. Effectivement, moi j'accorde tellement de temps à mes amis et à ma famille que en dehors des moments de travail, j'ai un peu de mal à accorder du temps
au nouveau, si je puis dire. Donc c'est compliqué. Ça n'empêchera pas que pendant que je tourne ou pendant que je travaille, j'ai des rapports cordiaux et entiers et agréables avec les gens avec qui je travaille. Mais je ne cherche pas à les éviter, mais je ne les cherche pas non plus. Enfin, je me suis jamais réellement posé la question. Et c'est vrai que je me disais, mais mon mariage, il va intéresser personne parce qu'on connaîtra personne dans mes invités, quoi. Ils pourront pas faire grand-chose. Ils pourront pas vendre beaucoup de papiers avec mon mariage, quoi. On évoque les amis, mais que se passe-t-il pour les parents quand on devient une transclasse, comme disent les sociologues? Comment votre famille a-t-elle réagi à votre nouvelle vie? Je crois qu'en fait, ma famille vivait ce que moi je vivais quand je suis arrivée à Paris. C'est-à-dire que j'avais un complexe parce que je trouvais les gens que je rencontrais plus intéressants, plus cultivés, plus... Et tout d'un coup, j'ai ressenti ça de ma famille envers moi. Genre, elle parcourt le monde, maintenant elle parle anglais, elle parle un français mieux que moi. Au début, j'ai beaucoup souffert de ça, parce qu'on était une famille très unie. Mais dès que je voulais faire quelque chose, dès que je voulais un Noël, qui était une fête de famille, la fête la plus importante de l'année pour moi, je voulais qu'on soit tous réunis. Et quand j'organisais ça, je sentais qu'on me disait « ouais, pour elle, c'est simple ». Et c'était pas le but. Le but, c'était pas de montrer que je pouvais, moi, faire ça. C'était qu'on revive les mêmes choses. Maintenant, j'ai compris que ça marche pas comme ça. Tu sens que c'est des vies différentes. T'es pas mieux ou c'est juste que c'est différent. Un jour, vous avez été assez riche pour vous acheter un avion. Oui. Qu'est-ce qu'a ressenti votre père, l'ancien boulanger de Mascara? Quand je lui ai dit que, tiens, j'ai acheté un avion, parce qu'il fait bien de lui dire quand même, il m'a dit, mon fils, ça coûte cher, ça, non? Ah, j'ai dit, oui, ça coûte cher, ça coûte un peu plus cher que la Mercedes. Ah, il m'a dit, ah, quand même. Mais si je lui avais dit combien ça coûtait vraiment, je pense qu'il n'aurait pas compris. Qu'est-ce qui vous empêchait de lui dire la vérité? Qu'est-ce qui m'empêchait? D'abord, moi, je disais que c'est par amour pour lui, que j'avais peur simplement qu'au regard de ce que je faisais, il ait l'impression d'avoir raté, lui, de ne pas avoir été à la hauteur de son fils. Et j'ai pas envie qu'il dise il gagne en un jour ce que je gagnais dans une année. Parce que ce qui est c'est formidable, c'était... Et tout d'un coup, de dire mon fils n'est pas fort, c'est moi qui suis faible. J'ai pas été bon. Mes fils sont plus malins que moi. J'en suis fier qu'ils soient plus malins. Mais peut-être que j'ai pas été très malin. Et je voulais pas qu'ils puissent avoir ça comme pensée. Est-ce que vous avez eu un sentiment de culpabilité? Pas un sentiment de culpabilité. Un sentiment... comment être dans la peau de... Ouais, quelqu'un qui arnaque les autres, en fait. Parce que vous vous dites, mais pourquoi il vous donne autant d'argent pour jouer au foot? Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi ma mère faisait le ménage, d'accord, qui était très dur, et elle gagnait pas autant qu'un joueur de foot, parce que c'est quand même plus compliqué de faire le ménage. Culpabilité, je sais pas, mais une gêne de pouvoir... Bon, bien sûr... Mes premiers cadeaux que je me faisais, on a un espèce de fantasme du luxe qui est tout d'un coup d'avoir des parfums de marque, cosmétiques de marque, je sais pas, une belle lingerie. Ou quand je disais à ma famille, viens me voir, j'avais peur de leur montrer mon appartement parce que j'avais peur qu'ils me voient plus de la même façon. Et en fait, c'est complètement con, il faut être fier parce que mon appartement, j'ai travaillé pour avoir un appartement qui est beau et je sais pas, il y a tout ça qui tout d'un coup a... Après, je me suis aussi rendu compte que faut pas avoir honte d'avoir réussi. Je me sens pas obligée de partager. Je peux pas... Moi, je suis très heureuse quand un film tombe parce que je sais que, ah tiens, je vais pouvoir faire le cadeau auquel j'ai pensé pour l'un, pour l'autre. Enfin, je sais que je vis pas repliée sur l'épanouissement matériel. Enfin, je m'en fiche complètement, quoi. J'aime l'idée de bien gagner ma vie parce que je peux inviter tous mes amis au restaurant si je le souhaite.
que je n'ai pas à commencer à réfléchir au calcul de l'addition. Je sais que je peux discrètement aller m'occuper de l'addition pour tout le monde. Ça, c'est un truc que j'adore, qui parfois a tendance à énerver mes amis, mais c'est pas grave, on en rit. Moi, j'ai pas le droit de venir avec des cadeaux dans ma famille. Je suis la marraine d'un des gamins de ma sœur. Oh, mais quand je ramène un cadeau, c'est 2 mois de négociation avec ma sœur, parce qu'elle me dit, je veux quand même qu'il voit que la vie est difficile et j'amène pas, je ramène pas une voiture. Hein. Je sais plus, à l'époque, je voulais lui offrir un ordinateur, mais je devais avoir l'autorisation. Donc, ma sœur, c'est même exagéré. Des fois, je sais pas, j'ai un vêtement ou un truc. Elle veut pas accepter. Et donc je lui dis, mais je te pose pas la question, ça me fait plaisir à moi. Je savais depuis longtemps qu'il quitterait mon média. Et si Paris me le prend, c'est que c'est vraiment une star. Quand tu me dis voilà c'est. Mon père, il n'était pas malheureux, mais il pouvait pas vivre. Il n'aurait pas pu vivre comme on aurait aimé qu'il vive, qu'il ait un appartement décent et qu'il puisse se faire plaisir et manger. Enfin, il avait les moyens de vivre, mais on aurait aimé, mon frère et moi, qu'il vive bien. Donc jamais j'aurais dit à mon père, nous aurions dit, on va t'aider. Ça aurait été trop humiliant pour nous de voir notre père accepter l'argent de nous, qu'il aurait probablement, je sais pas, oui ou non, mais la question, on ne saurait pas dire à papa, est-ce que tu veux qu'on t'aide ? Et donc, avec mon frère, on lui a inventé qu'on avait besoin d'un crédit, que la banque nous emmerdait un peu, est-ce qu'il pouvait nous dépanner et nous prêter l'argent qu'il a mis de côté, et que ce qu'on aurait donné à la banque en intérêt, on a eu donné à lui. On lui a même pas touché son capital, on l'a laissé, on lui a fait croire qu'on l'avait pris, et on lui donnait. Donc il était persuadé que c'était les intérêts de son argent. Il dit quand même, c'est dur la banque, hein, je vois tout ce que vous payez comme intérêt. Et on dit oui, mais et encore, tu nous as fait un prix parce que la banque a été encore plus chère. Pareil pour l'appartement, on lui a dit à un moment qu'on avait besoin de faire des frais, on payait trop d'impôts pour la société, et qu'on préférait prendre l'appartement à notre nom, payer le loyer. Donc, je suis persuadé qu'il n'a jamais su. Alors le vrai problème se pose peut-être avec vos enfants qui, eux, sont des héritiers. Est-ce qu'ils ne se disent pas qu'il y a du coup moins d'enjeux dans leur vie, moins de panache aussi à réussir ? Je pense qu'ils doivent se dire, en tout cas il y en a un qui me l'a dit, et le second, c'est un peu douloureux d'entendre ça parce qu'on aime ses enfants, on a envie qu'ils soient bien. Donc quand je l'ai entendu dire, on était en groupe, un jour un déjeuner ou un repas de famille, dire moi de toute façon, je sais que quoi que je fasse, j'arriverai jamais à la cheville de ce qu'a fait mon père. Et j'étais devant lui. Pour un peu, il penserait qu'il vaut mieux être comme vous, le fils d'un boulanger, que le fils d'Alain Flelou. Oui. Moi, on m'a jamais foutu dans la figure, tu fais ça parce que ton père t'avait l'argent. Je sais pas si on le leur dit, mais je pense que si on leur dit pas, on doit le penser très fortement. On doit leur dire, si t'étais pas le fils de ton père, tu serais pas où tu es. Probablement. Donc, quand on me demande pourquoi vos fils se destinent pas à prendre la suite, je dis, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, je suis même certain que ça serait pas un cadeau à leur faire que de leur dire, je compte sur vous. Au final, est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir forcé le destin ? Ben, écoutez, j'ai pas forcé le destin, parce que si vous analysez le milieu du football professionnel, je crois qu'il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui arrivent de mon milieu que d'autres milieux. C'est-à-dire que si vous êtes une famille qui a les moyens, les enfants vont sentir que la priorité, c'est pas le foot. La priorité, c'est autre chose. Des cours de piano, des cours de mathématiques, après les cours, d'accord ? Parce que vous avez les moyens de donner ces cours-là. Alors que ma mère n'avait pas les moyens de me donner des cours de mathématiques, même ou de français, si j'avais des difficultés. Donc j'ai plus de temps pour jouer au foot. Si j'étais devenu un grand chirurgien, un des plus grands intellectuels français,
ou un des plus grands politiciens français, effectivement, j'aurais forcé le destin. Que moi je devienne joueur de foot, c'est attendu. Alors ceux qui n'étaient pas des héritiers et dont ce film a raconté l'histoire ont-ils eu simplement de la chance? Un peu sans doute, puisqu'à leur naissance, la société n'avait dépêché aucune bonne fée pour se pencher sur leur berceau. Mais ils n'en ont pas moins su se débrouiller avec les moyens du bord, se trouver des modèles familiaux, se laisser guider par un désir décidé. Pour eux, tout restait à faire et ils l'ont fait. Cela dit, ils sont des exceptions. Et les exceptions ne changent pas la règle. La vraie question, c'est comment se fait-il qu'il y a des enfants qui grandissent dans des milieux, même en s'acharnant au travail, n'arrivent pas à atteindre les sommets. Parce que, encore une fois, c'est pas une question de volonté. Il y a des enfants qui ont beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Mais on observe toujours qu'il y a une reproduction de l'élite. Et c'est ça qui n'est pas juste.